Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, je te propose de parler de développement d'images numériques et plus particulièrement d'un logiciel de traitement d'images dont je ne t'ai jamais parlé jusqu'à présent sur cette chaîne. Il était temps que ça change. Alors il y a quelques semaines de ça, la marque DxO m'a contacté, m'a demandé si j'étais intéressé pour faire une vidéo sponsorisée sur la dernière version de leur logiciel de traitement d'images, à savoir Photolab 5. Alors ce n'est pas un secret de polichinelle, je ne suis pas un utilisateur de leur logiciel, ça fait plus de 20 ans que j'utilise Photoshop, j'utilise Lightroom depuis sa naissance et puis j'utilise 2-3 plugins qui gravitent autour de ces deux pour faire la gestion de bruit, la gestion de netteté ou bien le traitement de peau. Mais je n'utilise pas le logiciel de DxO. Et c'est justement pour ça que j'ai accepté en fin de compte ce challenge. Parce que c'est un véritable challenge. On sait très bien, utiliser un nouvel appareil photo avec un nouvel objectif, c'est pas simple, ça demande un petit peu de temps à se faire la main. Mais en ce qui concerne le développement d'une image, changer d'outil de développement, alors ça prend pas mal de temps et c'est normal parce que ça demande du temps de comprendre comment l'outil fonctionne, de se faire la main. On a une relation assez intime en fait avec les différents curseurs de notre produit. Et puis on évolue dans le temps avec le produit. Donc on finit par faire des actions sans trop réfléchir, tout ça devient très inné. Et se remettre en question pour regarder en fin de compte un autre logiciel qui, dans la globalité, fonctionne sous le même principe, hein, c'est la même base en fait. Mais des fois, eh bien, on est amené à se remettre en question, à changer notre méthode d'approche. Et ça, c'est pas facile, mais c'est pas moins intéressant pour autant. C'est pour ça que j'ai accepté. Et donc voici la vidéo d'aujourd'hui. Alors, ce qui m'intéressait, moi, c'était de voir si je pouvais, avec mon expérience de Photoshop, de Lightroom, est-ce que je pouvais utiliser ces logiciels-là et être capable, en fait, de faire des traitements sur 3 images sans y passer des mois et que tout soit plus ou moins instructif. Instructif et instinctif également. C'est ce que je te propose de voir maintenant. Alors, on va commencer par regarder un petit peu l'interface et se familiariser avec tout ça. Et puis 2 mots, tiens, en parlant de DxO, peut-être que les 3 lettres, tu en as déjà entendu parler, mais pas forcément de leur logiciel. Alors tu te demandes, où est-ce que j'ai entendu parler de DxO si ce n'est pas de leur logiciel? Eh bien, tu as peut-être entendu parler du site internet DxOMark. DxOMark, c'est un logiciel, non pas un logiciel, un site internet assez intéressant, même super intéressant, puisqu'en fait, il répertorie différents équipements photographiques, les objectifs, les appareils photo, voire même certains appareils mobiles, justement de par leur capacité à prendre des photos. Et ils font des tests en labo pour voir la qualité optique de tel ou tel équipement et en combinaison des deux. Donc quand tu te poses la question, est-ce que cet objectif est bien, est-ce que cet appareil photo est bien, etc., quelle est la gestion de l'ISO de cet appareil-là, etc. Et si tu n'as pas cet équipement en main pour faire tes tests, eh bien, qu'est-ce que tu as comme recours? Tu peux lire des revues sur Internet, tu pourrais regarder une vidéo sur YouTube, mais si tu essaies d'avoir quelque chose d'assez objectif, où tous les tests sont faits de la même façon, etc., eh bien, à ce moment-là, DxOMark va pouvoir t'aider. Et je te mets un lien dans la description, tu pourras aller voir de quoi il s'agit si tu ne connais pas. Donc, ça peut être très intéressant, et c'est vrai que le site DxOMark est quelque chose qui est assez mentionné très régulièrement quand on a des discussions entre photographes. Voilà. Et donc, on va voir comment, grâce à toute cette expérience qu'ont les labos DxO sur la qualité optique de tel ou tel équipement, eh bien, ils vont utiliser ce savoir-là pour pouvoir, en fin de compte, traiter les images, les fichiers RAW de façon assez intéressante. Alors, regardons justement de quoi il s'agit. Voilà l'interface de Photolab. Alors, l'interface globale de Photolab, ça rappelle beaucoup. J'ai pas envie de faire trop de liaison avec Lightroom, parce que peut-être que tu n'utilises pas Lightroom, mais c'est un peu la même chose avec Capture One. Hein. Ce que je te disais, tous les logiciels de traitement d'image sont plus ou moins tous bâtis sur le même principe. C'est vrai que Photolab, comme on va le voir, c'est un logiciel qui n'est pas forcément une usine à gaz. Hein. C'est un logiciel qui fait le traitement de photos, et il le fait bien, et il ne va pas prétendre à faire autre chose, tel que des diaporamas, tel que la création de bouquins, etc. Donc, comme on pourra avoir dans Lightroom. Mais du coup, on se retrouve à avoir une interface relativement simple. Ici, on a en gros
une bibliothèque qu'ils appellent la photothèque, c'est-à-dire une vue qui rappelle un peu Bridge de chez Adobe, qui nous permet d'accéder aux images sur notre disque dur, que ce soit le disque dur de l'appareil ou bien les disques durs externes, voire même les cartes, les cartes mémoire. Par exemple là, tu vois, on voit la carte mémoire, si je clique dessus, eh bien on va voir toutes les images. Voilà. Donc voilà l'interface avec l'arborescence, on peut naviguer. On remarquera ensuite dessous, là, tu vois, il y a marqué projet. Projet, c'est quoi? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une collection. Ça te permet en fait de sélectionner des images qui n'appartiennent pas au départ au même répertoire. Là, par exemple, si j'avais envie de traiter toutes ces images dans un seul et même répertoire, je pourrais y rester dans ce répertoire, bien que traiter les images directement sur la carte mémoire, je ne te le recommande pas. Il faudrait que tu importes toutes ces photos-là sur ton ordinateur et ensuite tu les travailles avec DxO. Ça me permet de faire une petite parenthèse, une petite information très intéressante, c'est que on n'importe pas des images dans DxO. DxO va lire tes fichiers là où ils sont et il va les traiter comme ça. Mais contrairement à Lightroom, tu ne fais pas un import dans un catalogue de tes images. Faut savoir que dans Lightroom non plus, tu n'importes pas l'image elle-même, tu ne fais que importer la référence du lieu où elle se situe. Mais il n'y a pas cette notion d'import. Donc, si tu as des images sur une carte mémoire et que tu as envie de traiter ces images dans dans Photolab, pardon, eh bien, il va falloir que tu importes tes images sur ton ordinateur, tu les mets dans le répertoire que tu souhaites et ensuite, c'est le répertoire en question que tu vas ouvrir directement. À savoir que cet import d'images de la carte mémoire vers ton disque dur, tu ne peux pas le faire à l'intérieur de DxO pour l'instant, à l'intérieur de Photolab. Tu ne peux pas le faire, ils n'ont pas prévu encore cette fonctionnalité-là. Donc bref, ça, si on avait un répertoire et qu'on souhaitait traiter toutes ces photos-là, on pourrait rester dedans. Mais si on a différentes photos que l'on a envie de traiter en même temps ou de regrouper à un endroit, eh bien c'est là que la notion de projet est intéressante. Il nous suffit de faire glisser simplement les photos dedans. C'est ce que j'ai déjà fait et on se retrouve à avoir 3 photos. Alors là, on a une fenêtre qui vient de s'ouvrir ici et qui nous dit télécharger des modules optiques DxO. Et qu'est-ce que c'est? Ça, en fait, il a détecté qu'on avait 3 images et il se dit, écoute, j'ai 3 modules optiques qui pourrait t'aider avec ces images-là. Alors à savoir, il nous parle par exemple du EOS R5 en combinaison avec un objectif Canon EF 28-70 2.8. Je ne connais pas cet objectif-là et je ne l'ai pas utilisé pour ces 3-là. Donc là, pas besoin. Mais ensuite, il nous marque le R5 avec le 15-35. Oui, effectivement, il y a 2 photos qui ont été prises avec cet objectif-là. Et le R5 avec le 28-70 f2. Effectivement, c'est celui-là. Mais là, je vais faire fermer pour l'instant et on va revenir sur cette idée de module. Donc, on a nos 3 images ici. On pourrait, là, j'en ai 3, donc ça ne prend pas beaucoup d'espace. Mais s'il y en avait beaucoup, on pourrait réduire la taille avec ce curseur-là. Rien de spécial. Ici, on remarquera que, par exemple, il y a une image qui est avec un point rouge ici et un point vert là. Le point rouge et le point vert, c'est ni plus ni moins que des marqueurs qui nous permettent de noter les images que l'on souhaite conserver et les images que l'on souhaite rejeter. À savoir une chose, ce ne sont que des informations de métadonnées. Ce n'est pas, quand je mets un point vert, ce ne va pas supprimer l'image. C'est simplement un marqueur pour m'aider après à filtrer mes images. Par exemple, à filtrer, il suffit d'aller sur le petit entonnoir. Ici, on clique là-dessus et puis je pourrais dire, non, je souhaite garder que les images que je souhaite conserver. Voilà. Également, il y avait aussi les images qui n'ont pas de statut de sélection. Voilà. Et je pourrais cliquer là-dessus et ne pas les avoir. Donc, en l'occurrence, je vais garder les 3 ici. Et d'ailleurs, si tu te demandes comment on met le marquage, eh bien le marquage, je pourrais faire un clic droit sur une image et puis faire le statut ici, ou bien appliquer une note, tu vois, avec des étoiles, mais tu peux le faire aussi avec le clavier, hein. Par exemple, ici, là, celle-là, elle n'a rien du tout. Si j'appuie sur le 7, eh bien, ça nous met le statut à conserver. Si j'appuie sur le 8, ça nous le remet à 0. Et si j'appuie sur le 9, ça nous met à ne pas garder. On remarquera d'ailleurs que si je passe sur le vert, tu vois que là, d'un seul coup, eh bien, la lumière s'allume en quelque sorte dessus. Regarde, celui-là, il était sombre. Je repasse sur le 9 ici, tu t'aperçois que maintenant, c'est grisé. Donc, ça nous permet de visualiser très rapidement quelles sont les images que l'on souhaite garder et celles que l'on ne souhaite pas garder. J'appuie sur le 7. Et puis, on avait vu qu'il y avait des étoiles. Eh bien, les étoiles, ça va de 1 à 5, tu vois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Sur le 6, il ne se passe rien. Et si tu veux remettre à 0, tu appuies sur 0 et on se retrouve au départ. Donc voilà pour cette notion ici qui peut être utile quand tu filtres tes photos, savoir celles que tu souhaites garder pour pouvoir travailler par la suite. Ensuite, si on regarde ce qui se passe sur la droite, eh bien on a un histogramme
On a ensuite dessous des paramètres qui ne vont pas forcément nous aider ici. Celui-ci, c'est pour afficher en fin de compte les zones cramées, les zones brûlées, pardon, bouchées. Et ensuite, à côté, c'est pour les zones brûlées. Mais on verra ça quand on sera dans le module dédié au développement. Et puis ensuite, on a l'histogramme ici qui est en RVB. Donc, on peut voir les 3 couleurs. En fait, c'est RVB plus la luminosité, hein, plus qu'on voit le blanc. Mais si tu voulais... Ça m'étonnerait que ça t'intéresse beaucoup, mais si tu souhaitais voir uniquement le canal rouge, eh bien, tu pourrais le voir, le vert, le bleu, ou bien simplement la luminosité. Voilà. C'est simplement une façon de représenter les choses. Ensuite, eh ben, on se retrouve avec un panneau de métadonnées avec différentes informations assez utiles qu'on n'a pas forcément dans tous les logiciels, hein, d'ailleurs, à ce niveau-là. Les exifs, bon, certes, on les a, hein, on les voit là, mais c'est plus ce qu'on a dessous, tu vois. Par exemple, on a utilisé l'appareil en mode manuel. Ici, eh bien, on a utilisé le pose-mètre de façon matricielle. On a bien utilisé le flash, c'est bien au format RAW. Et il n'y a pas ici d'information GPS, mais elle serait indiquée, s'il y en avait. Ensuite, elle est prête avec le R5, l'objectif en question, la résolution, la taille du fichier. Et puis ensuite, les différentes métadonnées IPTC qui proviennent non pas de Photolab ici, mais c'est des informations que je mets automatiquement enregistrées par l'appareil photo sur chacune de mes images. Voilà. Et puis ensuite, on pourrait avoir des mots-clés, on peut gérer les mots-clés. Ce n'est pas quelque chose que je fais personnellement beaucoup, mais si soit ça t'intéresse, sache que tu peux le faire dans DxO. Ensuite, en haut, ici, qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien, les 6%, c'est pas par rapport à la vue que tu as là. Tu t'aperçois qu'au-dessus de 1 par 3 images, sur 3 images, il y a un point blanc. Si tu mets le curseur dessus, tu vois que le curseur il change, la flèche, d'un seul coup, on se retrouve à avoir un trait, une flèche vers le bas. Si tu cliques et tu descends, eh bien là, tu peux faire descendre l'image et on a cette vue que l'on appelle loop, par exemple, dans l'écosystème Adobe. Donc là, on a notre image. Et là, tu remarqueras que effectivement, la photo, il nous dit qu'elle est affichée à 50%. Si je double-clique dessus, là, ça se met à 100%. Je reclique 2 fois, je repasse à la taille maximum par rapport à l'interface que j'ai choisie ici. Là, ici, 1 sur 1, c'est pour nous mettre l'équivalent du 100%. C'est exactement la même chose. Donc, je vais double-cliquer ici. Je pourrais l'avoir en plein écran, hein, ici, en cliquant là-dessus. Tu t'aperçois qu'on a des informations en bas. On voit le statut, on voit la note. Et puis, si c'est un fichier RAW, et puis le nom. Puis, je peux faire échapper pour quitter cette vue-là. Ensuite, on a comparer. Alors, comparer, ça ne te donne pas la possibilité de comparer 2 images entre image A et image B, par exemple, pour savoir laquelle est la mieux. Non, ça te permet de comparer, en fin de compte, des états d'une version d'une image, y compris des images que tu aurais traitées, que tu aurais décidé d'exporter depuis Photolab, et ensuite de pouvoir voir la comparaison entre cette photo exportée et celle de départ. On aura l'occasion de voir ça par la suite. Pour l'instant, si je clique là-dessus, tu vois, il ne se passe rien, parce que rien n'a été effectué pour l'instant comme traitement, donc on ne voit rien. Donc en gros, voilà ce que l'on a dans cette interface. Ensuite, en bas, là, juste à côté du film strip, on voit 2 boutons. Nik Collection, exporter, et ensuite ça c'est le partage par rapport à si on avait envie d'exporter différentes choses. Si on clique là-dessus, tu vois, tu peux exporter vers le disque, une application, etc. C'est une autre manière que de cliquer sur le bouton exporter. Juste pour revenir sur Nik Collection, peut-être ça dit quelque chose. En 2017, en fait, DxO a acheté la Nik Collection qui avait été acheté par Google. Google l'avait acheté déjà à quelqu'un d'autre auparavant, j'avais oublié qui l'avait créé. Si tu te rappelles de qui était le créateur de la Nik Collection, je t'invite à le mettre dans un commentaire, j'ai oublié. Bref, en 2017, DxO a acheté la Nik Collection. C'est quoi la Nik Collection? Eh bien, c'est une collection d'outils de traitement de photos, une sorte de petit plugin comme ça qui peut te permettre, si tu as envie de gérer par exemple, si tu aimes faire la photo en noir et blanc, eh bien Silver Effect, c'est quelque chose d'assez répandu, reconnu, pour pouvoir faire du traitement noir et blanc, et puis il y a plein d'autres traitements que tu peux faire. Donc si tu avais la Nik Collection, eh bien tu pourrais cliquer là-dessus et ça t'exporterait l'image en direction de la Nik Collection, et de là tu pourrais continuer tes traitements. Donc voilà, il y a une intégration qui existe. Donc voilà pour l'interface ici. Tu as des pré-réglages.
et on aura l'occasion de voir les préréglages quand on sera dans le module de développement, donc de personnalisé, qui est en haut à droite. Alors, je vais sélectionner cette image-là, et avant de faire quoi que ce soit, je voudrais te montrer quelque chose. Tu te rappelles tout à l'heure, on avait une fenêtre, une pop-up qui s'est affichée, et qui nous a demandé si on voulait télécharger les modules d'optique. Alors, les modules optiques de DxO, c'est quoi? Je te parlais tout à l'heure de DxOMark, le fameux site qui te donne toutes les informations d'analyse, de qualité sur les objectifs, sur un appareil photo donné, etc. Tout ce savoir, en fait, toute cette recherche qui a été faite, eh bien, ce n'est pas uniquement pour publier sur Internet. Ils ont utilisé ce savoir-faire pour détecter les défauts de ces équipements et essayer de rectifier ces défauts-là quand c'est possible. Et donc, ces corrections-là, ils les ont stockées dans ce que l'on appelle des modules optiques. Donc, quand Photolab détecte que tu as telle ou telle image qui provient de telle ou telle combinaison de lentilles plus appareil, eh bien tu dis « Hey, j'ai un module de correction, est-ce que tu le veux ?» Et à l'intérieur de ce module de correction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te gérer eh bien, la netteté, il va te gérer le vignettage, il va te gérer les aberrations chromatiques, la distorsion. Donc voilà les fameux 4 paramètres que l'on retrouve dans tous les autres logiciels de traitement. Seulement, contrairement aux autres logiciels de traitement, eh bien, DxO sont quand même très connus pour leur connaissance justement dans ce domaine de répertoire d'équipements par rapport à DxOMark. Donc là, tout à l'heure, je n'ai pas cliqué sur sauvegarder, mais là, ou sur télécharger, pardon, et bien là, je peux cliquer sur cette icône-là, ici pour celui-là, et il dit, tiens, il y a 2 modules. Alors si je clique là-dessus, eh bien il m'affiche les 2 modules en question. Donc le EF2870, moi je ne le connais pas cet objectif-là, je ne l'ai pas utilisé. Par contre, le 2870, oui. Donc je vais cliquer sur télécharger ici. Et à peine je fais ça, tu vois l'icône a disparu là. Pour les 2 autres, eh bien c'est la même chose, je clique ici. Et là, c'est le 1535. Donc, je vais télécharger. Et là, je peux faire fermer. Et là, tu remarqueras que c'était le même objectif, donc ça a changé. Alors, tu n'as peut-être pas remarqué, mais il y a quelque chose qui s'est produit à cet endroit-là. Regarde, si je descends la fenêtre pour l'agrandir un peu plus, regarde, tu te rappelles, je t'ai dit que comparer, c'était avant-après, en quelque sorte. Eh bien, là, regarde ce qui se passe. Si je clique ici, voilà avant, voilà maintenant. Avant, maintenant. Avant, maintenant. Alors si tu te dis, mais attends, pourquoi avant j'avais plus d'informations dans le ciel et maintenant ça a l'air d'être cramé? C'est uniquement la correction du vignettage. Et justement, on va voir ça de plus près. Regardons dans le module de personnaliser. Donc, je clique en haut à gauche, le temps que ça charge. Et on se retrouve dans notre nouvelle interface de développement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette interface de développement? Eh bien, sur la gauche, on retrouve un histogramme. Voilà. Ça peut être pratique parce qu'effectivement, au fur et à mesure où on fait les traitements, on peut voir l'effet que ça va avoir sur notre histogramme. Ça nous donne une information. Là, on pourrait voir, est-ce que j'ai dû cramer? Tiens, il dit qu'apparemment c'est un petit peu chaud ici, hein, quand même, un peu beaucoup. Est-ce que j'ai du boucher? Bah, pas vraiment. Même sa chemise ici, elle a pas l'air, il n'y a pas l'air d'y en avoir. Donc, ça a l'air d'être plutôt bien à ce niveau-là. Mais, tiens, on va laisser ça. Quand je bouge le curseur, tu remarqueras maintenant, si je vais sur le rouge, regarde en haut dans l'histogramme ici, on a les valeurs RVB. Ça peut être utile quand tu fais de la colorimétrie. Donc tu vois, le rouge, on a 133, on a un petit peu de vert, un petit peu de bleu, mais si je me déplace, peut-être, voilà, les valeurs vont changer. Donc ça peut être utile. Pareil, l'histogramme, tu peux le changer comme tu le veux ici au niveau de la visibilité. Ensuite, le zoom, ça peut être pratique parce qu'effectivement, si tu zoomes comme ça, on a envie de se déplacer, ça peut être pratique d'accéder directement à une partie de l'image, etc., en fonction du zoom sur lequel tu te trouves. Voilà. Ensuite, les métadonnées, j'ai décidé de les afficher. Je te dis, j'ai décidé de les afficher parce qu'effectivement, si je clique ici, là, eh bien, tu as différentes informations que tu peux faire apparaître comme panneau ici, qui peut être assez intéressant si tu en as besoin, plutôt que d'aller à chaque fois sur la partie droite. Donc là, les métadonnées, je trouvais que ça pourrait être intéressant pour essayer d'expliquer pourquoi tel ou tel traitement, en fait, amène, par exemple, du bruit, essayer de comprendre, tiens, mais j'étais à quoi comme ISO, etc. Donc voilà, ça peut être utile. Bon, on a l'historique ici, et puis on a Preset Editor. Alors, Preset Editor, c'est les fameux pré-réglages, les paramètres prédéfinis, comme on appelle chez Lightroom. Et là, tu pourrais naviguer, il y en a par défaut hein, qui viennent avec Photolab, mais personnellement, il y a une façon beaucoup plus simple, parce qu'ici, il faudrait que tu cliques sur chacun pour essayer de comprendre ce qu'il fait, alors que si tu vas en haut à droite, sur pré-réglage,
Tu cliques là-dessus, on se retrouve sur cette fenêtre-là. Et tu remarques qu'on a exactement ça. On avait standard, on avait correction optique seule, tu vois, on avait tout ça là. Et bien c'est exactement ce que l'on trouve ici, dans cette fenêtre-là. Donc tu as un aspect, tu as une faculté visuelle en fin de compte de tester le rendu de tel ou tel paramètre. Voilà. Bon, personnellement, on ne va pas utiliser ça, mais c'est bon à savoir qu'il y a ça. Maintenant, si on regarde sur la droite, alors sur la droite, c'est là où on va trouver tous les panneaux avec les différents outils que l'on a à notre disposition. À savoir, à commencer ici par toute cette vue qui va toucher à la lumière. Hein. On va voir, il y a la compensation d'exposition, il y a des notions d'automatisme au niveau du réglage de la luminosité. Ensuite, on va pouvoir jouer sur les tonalités avec les hautes lumières, les ombres, les noirs, etc. Ensuite, on pourrait gérer en fin de compte un voile atmosphérique ici, et puis ensuite on a la courbe et on a le fameux vignettage ici. Donc regarde, si je désactive, tu vois, il y a le petit cran bleu là, si je désactive le vignettage en faisant ça, eh bien on se retrouve avec ce qu'on avait au départ. Et si je fais comparer, bah, tu vois que maintenant il n'y a plus rien, parce qu'en fait on ne voit pas la différence. Si on zoomait dessus, on verrait sûrement la différence au niveau du piqué, parce que le piqué ça a été également géré par le module correctif. Je vais réactiver le vignettage ici. Pourquoi? Parce que j'aime bien généralement le vignettage de mes objectifs. Je le laisse. C'est très rare que je vais activer la correction du vignettage. Mais ici, je m'aperçois qu'en bas à gauche, là, ça me fait une ombre dont je n'ai pas besoin et dont je ne veux pas. On va générer des ombres tout à l'heure, mais j'ai pas envie de l'avoir ici. Donc, je vais laisser la correction à 100%. Ensuite, on a ici, ça va être tout ce qui a à voir avec la couleur. Donc quand on clique ici, on va retrouver bien sûr les balances des blancs, on va trouver les différents rendus de couleurs que l'on pourrait changer. On pourrait aussi utiliser les fameux film packs de DxO. Alors DxO produit différents plugins que tu peux rajouter et qui fonctionnent avec Photolab. Et Filmpack, ça permet de faire ça, c'en est un. Qui va te permettre, comme le nom l'indique, d'essayer. Ça va être très intéressant. Il y a des gens qui sont très intéressés pour faire de la photo numérique, mais en gardant le rendu qu'ils avaient, par exemple, à l'époque de l'analogue avec la pellicule. Et si tu le sais, qu'en fonction de la pellicule que tu utilisais, eh tu avais un rendu de l'image. Les couleurs étaient affectées, même quand tu prenais des pellicules noir et blanc, eh bien, le rendu pouvait varier d'une marque à l'autre, d'un modèle de pellicule à un autre. Et bien dans le Filmpack, ils ont émulé en quelque sorte les rendus des pellicules. Et donc ça peut être utile si tu as envie de refaire sortir une certaine tonalité que tu avais à l'époque du film. Je dis à l'époque du film, il y en a encore qui font du film aujourd'hui, mais bon, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc voilà, on a le Filmpack ici qu'on peut utiliser, mais moi je ne l'ai pas acheté, il faut l'acheter en plus. Ensuite, il y a le virage partiel. Alors effectivement, il y a le virage. Pareil, le virage simple, tu peux le faire. Par contre, le virage partiel, où là, tu vas pouvoir personnaliser, etc., ça, tu ne peux pas le faire. Ça demande d'avoir un plugin en plus. Ensuite, on a le TSL. C'est assez, je dirais, c'est assez complexe, leur TSL dans Photolab. Pas le plus simple à utiliser, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y retoucher tout à l'heure. Ensuite, ici, on a toute la gestion, en fait. Alors, comment ils l'ont appelé ici? Détail. Ouais, mais ça porte le même nom que le panneau dans Lightroom. On a donc la gestion du bruit ici, on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, on a la netteté de l'occlusion. Tu t'aperçois que ça a été mis automatiquement puisque ces informations-là proviennent du module optique. À savoir une chose, c'est que les valeurs que l'on a là, 50, 50, 100 et 4, c'est les valeurs par défaut. Ça ne veut absolument pas dire que pour tel appareil, eh bien la valeur est 50, pour tout autre appareil, ça ne sera pas valeur 50. C'est toujours 50-50, mais c'est ce qui se fait derrière, si tu veux, l'algorithme qui est derrière, qui lui varie en fonction de la combinaison du matériel. Voilà. Donc ça, ici, réparation, eh bien, comme tu peux voir, on a une icône de pansement, c'est exactement comme le pansement dans Lightroom, comme le pansement dans Photoshop. Eh bien, ça permet de retirer des défauts. On aura l'occasion de le faire tout à l'heure. Et puis, on peut créer des masques de netteté, etc. Corriger les yeux rouges, corriger le moiré si besoin. Ensuite, ici, là, ça a à voir avec la géométrie. Tu t'aperçois que la distorsion, qui provenait du module optique, eh bien, se trouve à cet endroit-là. Il y a d'autres paramètres également
ici, il y a le recadrage, bien sûr, que l'on va retrouver ici, puis le réglage de l'horizon. On peut jouer aussi sur la mise au point, mais ça ne va pas forcément le faire sur toutes les photos avec tous les objectifs et appareils photo. Ensuite, ici, ça va être les réglages locaux. On va avoir l'occasion de rentrer là-dedans également. Et enfin, FX, c'est le filigrane. Si tu veux appliquer un filigrane à tes images avant de les exporter, bah, tu peux créer des filigranes ici. Voilà. Alors, si tu te demandes à quoi sert la recherche, ici, la petite recherche, eh bien simplement parce que il y a plein de paramètres ici. Hein. Si par exemple, tu dis, mais il est où le paramètre que je cherche? Par exemple, tu cherches le contraste. Eh ben, il suffit de taper contraste et il va te le retrouver. Donc ça peut être pratique quand tu te retrouves avec une fenêtre avec énormément d'informations. Une autre manière aussi, c'est de marquer les différents paramètres que tu aimes, avec lesquels tu aimes travailler plus souvent. Tu peux les marquer en tant que favoris. Et à ce moment-là, ben, tu vois, par exemple, si je fais... qu'est-ce qu'on va faire? La compensation d'exposition, par exemple. Si j'active la compensation d'exposition, bon là, il ne se passe rien parce que je n'ai rien fait, mais je pourrais le marquer en tant que favori. Je clique là-dessus, sur l'étoile, ce qui fait que quand je choisis par exemple mes outils favoris, tu vois, je peux aller sur l'étoile ici, et automatiquement, il va me détecter à chaque fois quel est l'outil favori dans tel ou tel sous-module, tu vois, que ce soit dans la luminosité, la couleur, etc. Donc ça peut être utile. Une autre manière de s'y retrouver dans nos traitements, c'est de voir quels sont les réglages qui sont actifs. Et ça, eh bien, c'est simplement le petit bouton qui est à droite de l'étoile. Quand tu cliques là-dessus, eh bien, tu t'aperçois, il te cache tout ce qui n'a pas été modifié, tout ce qui n'est pas actif. Et il te montre uniquement les traitements que tu as appliqués. C'est une manière de visualiser assez rapidement ce que tu as pu faire. Donc voilà les outils. On remarquera qu'on a d'autres outils en haut, ça s'est agrandi ici. Qu'est-ce que l'on retrouve? On avait déjà comparé, etc. Le zoom, on en avait parlé. Ici, on a l'outil de recadrage. Donc, quand on clique là-dessus, on va pouvoir recadrer. Et puis ensuite, on a la pipette. Ça peut être utile si tu as envie d'analyser telle ou telle couleur. On a le niveau, le fameux pansement, on va utiliser également. Et ça, c'est pour la correction des yeux rouges. Ça fait énormément d'années que je n'ai pas utilisé un outil correcteur pour les yeux rouges. Vive le flash déporté. Bref, ici, on va commencer par quoi? Eh bien, écoute, déjà, je vais fermer ça parce qu'on n'a pas besoin du preset ici. Là, je vais régler l'horizon. Allez, voir si déjà l'horizon est bon. Alors, pour régler l'horizon, là, tu vois, il me l'a fait à la verticale. Je n'ai pas forcément envie de le faire à la verticale. On va le mettre ici, là, comme ceci. Là, je vais d'ailleurs zoomer. Hein. Il faudrait que je change ma vue ici. On va passer à 1,1 pour mieux voir. Hop, je vais mettre l'horizon là. Ici, je regarde. Ouais, ça me paraît bien. Là, je fais fermer. Je dézoome. Voilà. Et là, on voit, tu vois, qu'il y a une borne noire qui s'affiche de part et d'autre, parce qu'il a effectivement incliné un petit peu l'image pour faire rentrer. Alors, là, de toute façon, je vais recadrer mon image. Et alors, on pourrait se dire, bah ouais, mais je vais recadrer en bas, là, il y a quelque chose qui m'embête. Attends, je vais quitter ça, là, fermer. Ici, il y a quelque chose qui m'embête, là. Tu vois, ce petit bout de rocher ici, là, j'ai pas forcément envie de l'avoir. Donc, je pourrais m'amuser à recadrer l'image. Mais j'ai pas envie de le faire parce que j'ai envie de gagner un maximum de hauteur de ce rocher. Et si je recadre ici, ben, je perds en fin de compte cette petite partie-là et c'est un petit peu dommage. Donc, on traitera ça tout à l'heure et tu verras comment. Donc, ce que je vais faire, j'ai quand même envie de recadrer. J'ai envie d'accentuer justement la hauteur de ce rocher. Et comment je vais faire? Eh bien, je vais descendre le curseur comme ça, mais attention, tu vois, en faisant ça, eh bien, ça garde l'aspect ratio et je n'ai pas forcément envie de le faire. Alors, comment je vais faire? Ben, ici, en bas, au lieu d'original, je vais choisir sans contrainte. Alors, si tu te rappelles, on avait également hein, l'outil de correction, de recadrage. On l'avait aussi dans le module ici, hein, c'était le recadrage. Ici, on le retrouve. Voilà. Comme quoi, tu n'es pas obligé d'aller forcément dans ce panneau-là pour y accéder. Hein. Donc, ça, c'est un peu plus rapide. Donc là, en l'occurrence, j'ai retiré les contraintes. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Déjà, à droite, j'ai envie d'avoir un maximum ici. En bas, ça va. Et là, à gauche, j'ai envie d'avoir un maximum également pour pouvoir descendre là. Et par contre, j'ai envie effectivement de descendre. Alors, si tu dis, mais attends, tu ne vas pas avoir
la ligne des tiers sur le visage, ça m'est égal complètement. C'est pas leur visage qui a besoin. Ils sont sur la ligne des tiers, certes, mais le fait de réduire le ciel, encore une fois, hein, tu me connais sur cette chaîne, en réduisant le ciel, je vais accentuer la hauteur de ce perchoir, de ce rocher. Donc là, je vais faire fermer. Voilà. Et là, si je fais comparer avant-après, alors, tu vois, quand je fais comme ça, eh bien, tu dis, oui, mais attends, on avait fait cadrer. Oui, mais regarde, si je clique sur la petite flèche, je compare en fait avec, sans aucune correction, mais en gardant la géométrie que j'ai appliquée, c'est-à-dire le recadrage et l'horizon. Si je ne veux pas qu'ils prennent en compte la géométrie, la moindre correction, à ce moment-là, j'ai choisi cette option-là. Si je clique sur comparer, tu vois, on a au départ et à l'arrivée. Et alors, pendant une seconde, je vais désactiver ce warning là. Je vais te montrer, tu vois, le recadrage, avant, après. Regarde maintenant à quel point ils ont l'air un peu plus perchés par rapport à moi. Voilà, donc c'est un peu plus intéressant. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, je me dis, au départ, quand j'ai pris cette photo, on avait fait plusieurs poses, et j'avais le soleil qui était couchant, avec une belle lumière jaune, etc., qui allait sur eux, c'était magnifique. Malheureusement, à un moment donné, il y a un gros nuage, plus de soleil sur eux, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une lumière relativement plate. Alors j'ai sorti mes deux flashs, j'ai mis mes deux flashs en même direction avec un gel, et c'est ce qui m'a m'a sorti un petit peu de luminosité ici. C'est ce qui m'a permis d'avoir cette ombre ici. Je m'en serais bien passé, mais bon, bref, on a une ombre là qui te montre bien qu'il y avait une lumière quand même dure quelque part. Mais bon, ça n'empêche que le total, ça manque un petit peu de oomph. Voilà. Et donc, eh ben, on pourrait essayer d'essayer de reproduire ou d'accentuer le drame dans cette image. Comment faire ça? Eh bien, je vais assombrir un petit peu le coin en bas à droite, et puis je vais assombrir un petit peu le derrière. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va utiliser les réglages locaux. Alors, les réglages locaux, il y a plein de choses que l'on peut faire avec les réglages locaux, c'est un petit peu complexe quand même. Tu fais un clic droit ici, et là on se retrouve à avoir la roue avec les différentes options, et avec ce qu'on appelle le point de contrôle ici. Alors le point de contrôle, c'est la possibilité de sélectionner des zones, et tu peux étendre ces zones, et ensuite, en fait, c'est comme créer des sortes de masques, en fait, et de faire des traitements à l'intérieur de cette zone-là. Voilà. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais on aura l'occasion de l'utiliser tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Le masque auto. Alors le masque auto, c'est comme le pinceau, mais il va te détecter en fin de compte le bord, et c'est une sorte de pinceau avec un contour automatique, mais pas tout à fait. Ça s'apparente, mais c'est pas tout à fait, c'est pas aussi exact, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas aussi exact que ça. Ensuite, ici, il y a quelque chose de nouveau avec Photolab 5, c'est la ligne de contrôle. Et ça, on va pouvoir l'utiliser. C'est assez intéressant. C'est le même principe que le point de contrôle, mais là, d'un seul coup, c'est basé sur un filtre gradué linéaire. Et puis, en parlant du filtre gradué, on a le filtre gradué. On va d'ailleurs utiliser le filtre gradué maintenant. Je vais sélectionner ça. Voilà, le temps qu'il me change l'aperçu, hein, ça serait bien. Et là, ce que je vais faire, on va le prendre en diagonale, tu vois, comme ça. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Alors, ce que je vais y faire ici, c'est que je vais baisser la luminosité. Alors, je vais cliquer ici. Alors, tu remarqueras, on avait... Hop, c'est un petit peu trop quand même, voilà, légèrement. On avait plusieurs options, à savoir ici, tu remarqueras qu'on a la luminosité, la couleur, et ensuite les détails. Là, on a l'exposition, là, on a le contraste, tu vois, et chacun, le micro-contraste, en fait, c'est la clarté. Hein. Ensuite, ici, Clear View Plus, eh bien, c'est le fameux anti-voile. Ensuite, ici, les hautes lumières, donc on pourrait effectivement jouer en baissant les hautes lumières ici. Ça, tu vois, sur les fameux gris, ça pourrait être légèrement utile, voilà, ici. Ensuite, on a les tons moyens, les ombres, et enfin, les noirs, et on pourrait jouer là-dessus. Donc ça me paraît plutôt bien. Tu t'aperçois, en fait, c'est à 100% jusqu'à ce qu'on arrive ici, et ensuite on a une transition de ce point-là à ce point-là. C'est comme tous les filtres dont on a l'habitude, les filtres gradués habituellement. Une chose que j'ai remarqué quand même qui m'embête un petit peu quand même, je dois dire, c'est que je trouve que c'est pas si simple que ça. Non, c'est bon. Je trouve que c'est pas si simple que ça
à faire pivoter une fois qu'il est mis. Sur d'autres logiciels tels que Lightroom, il suffit d'aller ici sur la barre et là, c'est pas pour agrandir la transition, c'est pour faire pivoter. Je trouve ça un petit peu plus simple que plutôt d'aller sur le point, mais c'est une différente façon de travailler. Et comme je te disais au départ, ça fait partie du challenge aussi, c'est d'accepter comment un outil fonctionne par rapport à un autre. Donc là, c'est tout par rapport à celui-là. Et maintenant, j'aimerais m'occuper du reste. Alors, on va créer un nouveau calque. Donc, on va cliquer ici, Nouveau calque. Et d'ailleurs, on pourrait afficher le panneau des réglages locaux qui sont ici. Voilà. Tu vois, on a fait un filtre gradué. On pourrait nommer d'ailleurs, parce que si tu fais plein de traitements, tu ne vas pas te rappeler lequel choisir. Et bien là, je pourrais faire bas droite, par exemple. Voilà, bas à droite. Donc, je pourrais en créer un autre maintenant. Alors, je vais faire un clic droit et puis on va utiliser justement le nouvel outil qui vient avec Photolab 5, la ligne de contrôle. Alors, ce que je vais faire, tu vas voir, c'est basé un peu quand même sur le filtre gradué, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre. Hop, comme ceci. Je n'ai pas vraiment besoin de transition de toute façon, je vais déplacer. Comme ceci, je veux que ça couvre un maximum de l'eau. Et tu remarqueras qu'avec cet outil-là, on a une pipette maintenant. Et cette pipette, je vais être capable de la déplacer. Mais pour que tu comprennes bien à quoi ça sert, je vais activer l'affichage du masque. Pour activer le masque, il faut faire majuscule M ou bien venir ici et cliquer sur afficher. Et comme tous les masques, ce que tu vois en noir n'est pas affecté, ce que tu vois en blanc est affecté. Et les tons gris eh bien, sont plus ou moins affectés. Donc, ça c'est une chose. Mais on peut accentuer, si tu veux, le masque, et ça, ou l'affiner du moins, et ça, on va le faire ici, dans les réglages locaux, dans le panneau. Tu vois qu'on a la chroma et la luma. La chroma, c'est la couleur, la luma, c'est la luminosité. Donc, par rapport où se trouve mon point là, je pourrais me dire, ben, j'ai envie de me baser sur la couleur de ce point-là. C'est vrai que nulle part ailleurs, si je cache le masque, nulle part ailleurs, j'ai cette tonalité-là. Donc, je pourrais me baser sur la tonalité et plutôt que la luminosité, parce que la luminosité, il risque de me jouer sur le visage. Mais si j'augmente sur la droite, ça veut dire qu'il va être de plus en plus sévère par rapport à la couleur. Voilà. Tu vois, à 72, je sais que là, ce que je vais appliquer ne va pas s'appliquer sur le rocher et pas du tout sur eux. Ça va afficher un petit peu dans le ciel, mais pas sur les nuages. Donc là que j'ai fait ça, je pourrais cacher le masque et je peux faire les traitements que je souhaite faire. Alors, quel traitement j'ai envie de faire? Eh bien, j'ai envie déjà de baisser les hautes lumières. Donc, ici, les hautes lumières, et puis je vais descendre un petit peu. Alors, il faut se méfier, il ne faut pas descendre trop, hein. Si tu descends trop, tu risques d'avoir des soucis. Hein. Tu vois, si je vais à 100%, c'est pas si mal encore. Ici, ça va. Ici, ça va, c'est pas si mal. C'est pas trop mal. Et je trouve que là, déjà, ça nous sort ça nous crée un petit oomph qui est quand même pas mal du tout. Et grâce à ça, tu vois comment le rocher prend vie. Mais on va pouvoir faire les choses un petit peu plus loin. Je vais faire fermer ici. Et je vais aller sur le panneau de luminosité globale. Et là, je vais simplement augmenter en fait l'exposition globale. Je pourrais faire soit global ou soit m'amuser à faire une zone avec le rocher pour le ressortir, eux pour le ressortir. Mais je pense que c'est plus simple si j'augmente l'exposition globalement. Voilà. Regarde ça. Hop, sans trop quand même pousser. Voilà, ici. Et ça me donne un résultat quand même qui est assez intéressant. On pourrait voir peut-être à baisser d'ailleurs. Je vais rafficher les locaux, cliquer sur celui-ci et je pourrais baisser un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et est-ce que l'autre, on a envie de le changer? Tu vois le point ici, il me suffit de sélectionner. Je pourrais très bien le sélectionner dans la liste hein, des calques qui sont ici. On peut voir si j'ai envie de baisser, alors non pas les hautes lumières parce que je suis carrément je suis bas, mais je vais baisser par exemple l'exposition globale.
Voilà, c'est plutôt pas mal comme résultat. C'est vrai que dans le ciel, là, je pense que j'aimerais bien avoir réduire un petit peu la luminosité dans cette partie-là. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer un autre calque, un autre masque, pardon. Donc je clique sur le bouton Nouveau masque. Et puis je vais faire un clic droit pour qu'il m'affiche là ça. Et là, ben, je vais utiliser une autre ligne de contrôle en fait. Et puis cette fois-ci, je vais la faire glisser juste comme ça. Hop, est-ce qu'il me l'a prise? J'ai pas l'impression qu'il me l'a prise ici. Voilà, hop, comme ceci. Et là, pour la pipette, je vais prendre la pipette et je vais la glisser dans cette partie-là du ciel. Vérifier l'affichage de mon masque pour voir à quoi ça correspond. Tu vois, il est en train de calculer tout ça. Voilà. Donc ça va, il ne me prend pas trop les personnages. Là, je peux vraiment jouer sur la chroma parce que la chroma, il y avait, eux, ils n'ont vraiment pas ce gris, donc ça pose aucun souci. Donc je m'attendrai à ce qu'il soit sombre. Il faut se méfier quand même en allant trop. Tu t'aperçois qu'il y a une sorte de halo autour, ce qui est vraiment pas non plus recommandé hein, au niveau des transitions. J'aurais bien aimé qu'il y ait une sorte de transition aussi entre global en plus de chroma et de luma, juste pour faire des nuances. Voilà, ça, et je vais me baser quand même sur la luminosité. Voilà, je pense que là, ça devrait être pas mal. Donc, je vais cacher ça. Et là, je vais baisser les hautes lumières. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais pouvoir récupérer un petit peu de ciel dans cette partie-là? Tu vois, et non seulement on récupère du ciel, mais en plus de ça, on récupère des couleurs. Je m'aperçois qu'ici, il y a une transition qui n'est pas forcément des plus belles. Donc, je vais prendre ça et puis je vais agrandir la transition comme ceci. Voilà. On pourrait en profiter aussi pour accentuer un petit peu les couleurs. Après tout, il est censé y avoir du soleil par là-bas. Donc, au niveau de la balance des blancs, ben, on pourrait essayer de réchauffer légèrement comme ceci. C'est vrai que là, au niveau de la teinte, j'aurais bien rajouté un petit peu de rougeâtre. Hein. Oh, pas trop non plus, mais ça c'est pas mal. Et puis ça rappelle un petit peu la robe ici. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal comme résultat. Et je crois que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas envie de passer non plus 3 heures sur cette même image. Donc on va faire fermer. Voilà. Et si on fait avant-après, je vais juste avec la géométrie, voilà, avant-après, avant-après, je trouve que le résultat est quand même pas mal du tout, ça rappelle bien ce moment-là. Et si tu te rappelles, je t'ai dit tout à l'heure que on pouvait, j'allais traiter cette partie-là. Alors, il y a aussi une chose avant de traiter ça, c'est la gestion du bruit. Alors certes, quand on regarde les EXIF, c'est à ISO 50 avec un R5, je ne vais pas avoir du bruit. Mais bon, tant qu'on y est, on va y aller quand même. On va aller ici dans le panneau des détails et on va activer le bruit. Et alors quand on active le bruit, eh bien on a 3 options. Haute qualité, Prime et Deep Prime. En fait, ces 3 options, c'est 3 preuves d'évolution de la gestion du bruit par DxO. À savoir que haute qualité, c'est ce qu'ils faisaient au tout début. Ensuite, ils ont créé Prime, qui est en fait une analyse un peu... pas un peu, c'est une analyse automatique, si tu veux, de la gestion du bruit dans l'image. Et Deep Prime, c'est leur nouvelle version qui va même encore plus loin et ils se basent sur des milliers d'images qu'ils ont analysées au fur et à mesure des années et ils essaient de déterminer, en fin de compte, ils essaient de reconnaître des patterns en plus de la connaissance des optiques utilisées par rapport à l'appareil lui-même et tout ça nous donne un résultat. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que quand on active DxO ici, tant que cette vue globale que tu as là ne va pas être affectée autre que par la haute qualité. Tout ce qui est Prime et Deep Prime, le résultat, tu ne le vois en fin de compte que ici dans ce petit aperçu. Tu ne le verras jamais ici en grand.
pour l'instant. Ils y travaillent à essayer de faire un rendu un peu plus grand, mais pour l'instant, le rendu, il est uniquement là. Alors, pour voir ce que ça donne, tu peux cliquer sur la mire et puis aller, par exemple, ici. Alors, si je vois le curseur, ici, sur E, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait vraiment de bruit, mais c'est juste pour que tu puisses voir qu'effectivement, on voit le résultat qui va être à cet endroit-là. Pour vraiment voir le résultat final, il faut que tu exportes ton image et ensuite tu pourras juger. C'est un point négatif en ce qui me concerne. Voilà, j'aimerais bien voir le résultat sans avoir pour autant besoin d'exporter ma photo. Je trouve ça un petit peu embêtant en ce qui me concerne mon workflow, mon flux de travail. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a géré le bruit, la netteté, eh bien il suffit de faire l'autre traitement que je souhaitais faire. Je vais arrêter ça. C'était ce petit rocher ici qui m'embêtait. Alors comment je vais faire? Eh bien, je pourrais peut-être le faire avec le pinceau. Je n'avais pas prévu de le faire, je n'y pensais que maintenant. Regardons si ça fonctionne. Pas le pinceau, le pansement. Je vais cliquer ici. Et là, ce que je vais faire, je vais voir les masques. Je ne vais pas voir les masques, j'ai pas forcément envie de les voir. Bon, si je vais voir les masques. Ce que je vais faire, je vais agrandir le curseur ici. Donc il faut que j'appuie sur CTRL ou commande sur le Mac, agrandir ça. Et puis je vais passer ici. Voilà. Hop. Sur cette partie-là. Voilà. Et là, il va me trouver automatiquement un point à cloner. Et là, tu vois, il me le fait, si je rentre dedans. Mais là, il me fait un réparer, il ne me fait pas un dupliqué. Alors, si je peux faire un dupliqué ici, on va voir ce qui va m'appliquer. Je ne suis pas forcément... Ouais, je suis pas forcément satisfait de ça. Mais après tout, c'est pas quelque chose que je ferai non plus dans Lightroom, j'en serais pas satisfait également. Donc ce que je vais faire, je vais simplement supprimer ce point-là, je vais fermer, je ne vais pas utiliser cet outil-là pour gérer ça. Ce que je vais faire, je vais envoyer ce fichier-là vers Photoshop. Et alors justement, on va voir comment on peut faire. Bien, pour faire ça, c'est très simple. Je vais double-cliquer pour revenir là. Il me suffit de faire soit le bouton exporter, soit d'appuyer sur cette option ici, export disque vers Lightroom, etc. Donc tu vois comme quoi tu peux exporter la photo pour la faire afficher dans Lightroom. Là, ce que je vais faire export vers une application. Je vais me retrouver avec cette fenêtre-là. Je ne vais pas choisir Topaz en l'occurrence, je vais choisir Photoshop ici. Là, je vais prendre exporter en TIFF, mais on aurait plusieurs options, mais la meilleure option ici, ça va être quand même en TIFF. Ensuite, la qualité, je vais prendre la meilleure qualité, 16 bits. Je ne vais pas redimensionner. Et ensuite, le profil ICC. Alors, à savoir une chose, c'est que le profil ICC utilisé par Photolab, c'est Adobe RVB. Voilà, c'est pas Profoto, c'est pas une version de Profoto, hein, comme on peut trouver sur Lightroom, c'est Adobe RVB uniquement. Ce qui veut dire que quand il nous dit « est-ce que tu veux l'original ?» Mais notre original, c'est un fichier RAW. Un fichier RAW, par définition, n'a pas de profil ICC, puisque ce n'est pas une image. Mais par contre, quand tu as pris ta photo avec ton appareil, tu as dans les paramètres de l'appareil, tu as un choix pour le profil, soit c'est Adobe RVB, soit c'est sRVB. En fonction de l'information de métadonnées qui est à l'intérieur de ça, eh bien, il va te sortir ton image en fonction. Si tu n'es pas sûr, eh ben, choisis Adobe RVB, ça sera le plus grand que tu as. J'aimerais bien quand même qu'ils aient Adobe Profoto plutôt que, enfin qu'ils aient Profoto plutôt qu'Adobe RVB. Voilà, ça nous réduit un petit peu quand même pas mal les choses pour travailler, surtout si on s'amuse à modifier les couleurs après coup, etc. Mais bref, donc on choisit ça, inclure tout, pas de souci. Voilà, je vais faire donc exporter. Et donc là, on le voit ici, hein, si je clique sur ça, tu vois qu'il nous fait le traitement de l'image et ensuite, il va nous l'exporter vers Photoshop. Donc, le temps qu'il fasse ça, tu vois, 13 secondes, 14 secondes, bof, ça y est, c'est fait. Il nous ouvre Photoshop. Voilà. Là, on va pouvoir zoomer dans l'image, on va descendre ici et je voulais régler donc ce problème là. Ici je vais faire un nouveau calque, je vais utiliser l'outil tampon, ça sera le plus simple. Je vais agrandir la taille ici, je vérifie le flow à 29, ça ira très bien. Je vais
prendre une lecture ici, je vais venir, je vais faire une lecture ici, tant qu'à faire, voilà, là, et puis on va partir comme ça, là, hop, très bien, voilà, ça, et puis je pourrais même lire ici, l'idée de casser un petit peu le clone. Voilà qui est fait. Je pourrais sortir. Ce que j'ai remarqué quand même, une chose, c'est je vais en profiter, je vais monter ici. Quand on zoome dessus, là, ben on peut regarder ce que ça donne. Et tu t'aperçois que le traitement que j'ai appliqué dans Photolab, et c'est assez important le contraste qu'il pouvait y avoir entre le sujet et l'arrière-plan, et du coup d'avoir descendu autant, tu vois qu'il nous fait un contour, etc. C'est vraiment pas génial, ça demanderait d'affiner le traitement, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais que jouer sur la chroma et sur la luma, il faut faire passer du temps pour bien jouer sur les transitions, pour éviter justement ça. Ça c'est gérable après dans Photoshop, mais bon, on va pas le faire ici, voilà. Donc, je vais aplatir l'image, et puis je vais sauvegarder, et je vais fermer. Là, si je retourne dans DxO, l'image, tu te demandes, mais elle est où cette image-là? Je vais revenir en fin de compte dans la photothèque. Et rappelle-toi, on a démarré, on était dans notre projet ici. Eh bien, il faudrait que j'aille voir le répertoire dans lequel cette image se trouve. Et là, il va falloir que je fasse un clic droit. Et puis, je vais afficher l'image, non pas dans le Finder, qui est l'explorateur sur le Mac, mais afficher le dossier de l'image. Je vais retrouver le dossier de l'image, voilà, qui est là. Et effectivement, le TIFF est à cet endroit-là. Je vais cliquer sur ce TIFF, parce que j'ai envie de le rajouter à mon projet. Donc, je vais faire un clic droit, je vais faire ajouter la sélection courante à un projet, et je vais choisir le DxO Text. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, là, je vais pouvoir fermer les appareils, les favoris également, et on revient sur le texte, et on a ici. Et donc, ça nous permet maintenant, si tu veux, on peut essayer de voir la différence qu'il y a au niveau de la gestion du bruit entre ça et... Alors, au niveau du bruit, on va pouvoir voir la différence. Alors, le temps qu'il fasse la prévisualisation, ça, c'est la haute qualité, ça, c'est avec Deep Prime. Voilà. Est-ce qu'on va voir une différence ici? Ça ne va pas forcément être évident parce qu'encore une fois, j'étais à ISO 50. Mais on a la possibilité maintenant de faire comparer. Alors, je te disais qu'on pouvait comparer plusieurs versions et on peut comparer effectivement notre CR3 avec le TIFF, non pas côte à côte directement, mais grâce à l'option de comparer. Parce que si je clique maintenant sur la petite flèche, tu vois qu'il nous voit le TIFF, image en sortie. Donc, je pourrais sélectionner ça et je pourrais donc faire comparer. Et quand je fais comparer, tu vois, ça c'est le TIFF, ça c'est la version avant. D'ailleurs, si je descends ici, on va le voir, tout à fait en bas, là on a fait la correction dans Photoshop. Si je fais comparer, tu vois, effectivement, il nous montre bien la différence de traitement que l'on a là. Donc voilà quelque chose qui peut être sympa. On a la possibilité également, quand tu appliques là-dessus, tu peux jouer avec ça pour voir, tu vois, avec ce rendu, ça peut être intéressant quand tu veux comparer avant-après. À savoir qu'on a uniquement cet axe comme ça. Tu n'as pas un axe qui irait de haut en bas, ça va uniquement latéralement. Voilà. Donc ça, c'est pour cette photo. Je vérifie combien de temps. On a passé beaucoup de temps sur cette image. Je te propose d'aller voir une autre image tant qu'on y est. Tiens, on pourrait prendre celle-ci. Et on va aller un peu plus vite maintenant. Comment on va s'y prendre là? Alors, cette photo, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Déjà, on va aller dans personnaliser. Et puis, alors, la gestion de bruit, oui, je vais l'activer. Je vais passer en Deep Prime. De toute façon, je ne vais pas voir la différence ici. Mais à savoir une chose, c'est que en fonction des traitements qu'on va appliquer, le Deep Prime va évoluer aussi avec le temps. Donc, au final, quand tu vas exporter l'image, il va activer le Deep Prime en se basant non seulement sur l'objectif, sur l'appareil, mais également sur les traitements appliqué à ton image. Alors là, ce que je remarque, c'est l'horizon qui n'est pas droit, donc réglons l'horizon. Donc hop, j'amène ça ici, je prends l'autre pointeur, je vais l'amener ici comme ceci, là, hop,
là. Voilà. Là, voilà qui est corrigé, donc fermé. Tu vois, on a les bandes noires de part et d'autre. On va recadrer un petit peu tout ça. Là, il nous le fait en automatique. Alors, ça pourrait être pas mal, seulement j'ai pas forcément envie de recadrer exactement comme ça. Donc, je vais pas choisir l'original, je vais choisir sans contrainte. Ici, là, je vais descendre, je vais aller à ce niveau-là. Voilà, j'ai pas envie de garder cette partie-là à droite. Celle de gauche, j'ai pas forcément envie de garder la totalité non plus. Je me dis, est-ce que j'ai envie de le faire ici? Est-ce que j'ai envie de le faire comme ceci ou plus large? Voilà, je pense que ça, comme ça pourrait le faire. Je vais faire fermer. Et voilà, on a notre image. Au moment où j'ai pris la photo, on le devine un petit peu ici, hein, qu'il y avait une certaine lueur, il y avait des rayons qui attaquaient ici. J'ai envie de faire ressortir un petit peu tout ça. Un moyen de faire ressortir tout ça, ça va être d'augmenter en fin de compte les blancs ou les hautes lumières. Il n'y a pas la notion de blanc dans Photolab, ils ont la notion de noir, de haute lumière et la correction globale, mais ils n'ont pas la notion de blanc. Donc là, ce que je vais faire, c'est les hautes lumières, je vais augmenter les hautes lumières, tu vas voir d'un seul coup, regarde à quel point ça prend vie, on gagne en contraste en faisant ça. Bien sûr, je suis au courant que l'eau en bas, eh bien, ça va se rapprocher du cramé. D'ailleurs, si j'affiche ça, tu vois qu'on commence à en avoir un petit peu. Voilà qui est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie quand même de gérer justement ça. Là, on va utiliser donc les réglages locaux. Là, je vais faire un clic droit et on va utiliser donc les lignes de contrôle, c'est ce que je préfère. Et puis ce que je vais faire, je vais descendre, tout bêtement, je vais descendre comme ça. Voilà. Ça paraît bizarre de faire un filtre gradué comme ça sur la totalité, mais ça permet de faire assez rapidement sur toute la photo. Je vais prendre la pipette et je vais aller me placer sur du blanc ici. Je vais afficher le masque, voilà, pour qu'on comprenne un peu ce qui va être affecté. Je vais aller maintenant dans le panneau des réglages locaux. Ici, ce que je vais faire, eh bien, on va... C'est plutôt pas mal, hein, mais ce que je vais faire, je vais quand même augmenter un poil. Alors, quand je dis un poil, c'est pas trop non plus. Comme ça, voilà. Ça, je pense que ça devrait être pas mal. Je vais cacher le masque. Et maintenant que j'ai fait ça, eh bien, on va pouvoir jouer avec ces réglages. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je vais augmenter les hautes lumières, donc je vais aller dans la lumière, et puis là, je vais baisser, en fin de compte, les hautes lumières. Et tu vas voir qu'on va récupérer du détail dans l'eau. En même temps, je vais en profiter pour essayer de récupérer, peut-être accentuer les tons moyens, certains endroits. Alors, je vais les baisser également, voilà. Très bien. Les ombres, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Hein. Donc, je vais... Voici. Et c'est quand même plutôt pas mal. Avant, après. Avant, après, voilà. Donc le résultat est quand même pas mal du tout comme ça. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire là, avec ce réglage local, ça va être tout. Je vais donc, est-ce que je vais en créer un autre? Tiens, je vais créer un nouveau calque, un nouveau masque. Et puis, je vais faire un clic droit. Et cette fois-ci, je vais utiliser un point de contrôle. Tu vois, on en a parlé tout à l'heure, mais je ne l'ai pas montré. Donc, point de contrôle, je vais cliquer. Et là, je vais le faire, on va le faire sur le vert, tiens, ici, là, sur le vert. Là, et ce que je veux faire, je veux baisser la luminosité. Donc, je trouve que le rocher ressort un petit peu trop. Si tu te demandes au niveau du masque, regarde, ça, tu vois à peu près l'effet que ça va donner. Alors, je pourrais agrandir un petit peu cette zone. Ça rappelle un peu le filtre radial, hein, légèrement. Voilà. Donc, là-dessus, je vais le cacher maintenant, ça.
Et puis, je voudrais désaturer également. Alors, on va passer ici. On va désaturer un petit peu. C'est vrai que globalement, j'ai envie de désaturer les verts un petit peu. Donc, ça, je vais le faire globalement. Je voulais simplement m'assurer que... est-ce que je le laisse sur le vert? J'ai pas forcément... Peut-être pas le laisser sur le vert. Je vais le mettre ici, voilà, sur le... Hop. Voilà, sur cette tonalité-là. Ça me paraît mieux. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais fermer ici. Et je vais jouer sur le TSL pour voir. Alors, on va aller aux couleurs. Et c'est là que je te disais que le TSL était un petit peu complexe. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de jouer sur le vert. On pourrait utiliser la pipette. Et puis venir ici, puis aller sur la pipette. Et tu aperçois qu'effectivement, comme d'habitude, hein, le vert, c'est un petit peu de jaune. Ce qu'on va faire, c'est on va réduire... Comme ça, voilà. J'ai réduit le vert, j'ai même envie d'étendre. Je vais étendre même la plage. Voilà, ici, je vais... Voilà, je trouve ça assez intéressant. Ce que j'ai envie de faire quand même, j'ai envie d'assombrir un petit peu ici. Je trouve que j'ai perdu un peu de luminosité globalement. Je vais revenir ici. Les hautes lumières, je vais donner un poil de plus. Voilà. Les tons moyens, je vais les augmenter. Alors, c'est plus les ombres. Hein. Je vais augmenter les ombres. Ah, alors, tu vois, très vite, il m'augmente tout ça. J'ai pas forcément envie de faire ça. C'est quand même très sensible. Je pourrais le faire avec une brosse. D'ailleurs, je pense que je vais... Si tu double-cliques dessus, pof, tu reviens à 0. Je vais peut-être le faire avec une brosse. Alors, avec une brosse, c'est le réglage locaux. Là, et puis, je vais faire un nouveau. Et puis, je voulais d'abord faire une brosse ici. Donc, tiens, on va faire ça. On va choisir le pinceau. Est-ce qu'on... Ouais, je peux faire un masque auto. Voilà. Et puis, comme ceci. Alors, pour le masque auto, en fait, il te prend en charge, en considération ce qu'il y a dans le disque externe. Et il te prend... en fait, il te modifie. J'en bafouille. Il te modifie ce qu'il y a à l'externe, dans les bordures externes, en se basant sur ce qu'il y a à l'intérieur du petit cercle. Voilà. Donc, comme ça. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie d'assombrir ça pour donner un peu plus l'effet de l'ombre, de la lumière qui viendrait de la gauche. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, je vais réduire la luminosité. Donc, je viens ici, luminosité, je vais descendre ça. C'est peut-être un poil de trop. Voilà, ça, je vais créer une autre brosse. Et là, je vais essayer de faire ressortir ces parties-là. Faire clic droit, pinceau. Là, le pinceau, alors, avec le pinceau, on a la possibilité de réduire le flux. Donc, je vais quand même réduire le flux. Contour progressif, oui. Et puis, la taille, je vais l'augmenter un petit peu, comme ceci. Et là, l'idée, eh ben, ça va être d'essayer d'éclairer certaines parties, quoi. Donc là, alors je vais agrandir d'ailleurs. Agrandir la taille. Alors, ça rame un petit peu là. Ça a à voir avec le fait que je suis en train d'enregistrer l'écran, c'est pour ça. Hop. Agrandir ma brosse. Voilà, je pense que ça, pour l'instant, ça devrait suffire comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais augmenter légèrement les ombres. Alors les ombres, voilà, hop, on va
c'est assez ou pas. Je pense pas. C'est vraiment les ombres, c'est pas les tons moyens. Donc, hop, voilà. Alors, il y a un petit. Il y a une certaine lenteur, je m'aperçois. Voilà. Ça nous a permis de sortir, de récupérer un petit peu des détails. Donc ça me va là, je vais faire fermer ici. Et puis, globalement, je vais appliquer, en fait, on va aller dans le module des détails. Non, ça va pas être dans les détails, ça va être dans lumière. Et là, on va aller où il y a le contraste et on va faire les micro-contrastes, donc la clarté. Ça peut être toujours intéressant. On va augmenter un petit peu ça. Voilà, voir ce que ça donne. Sans et avec, ouais, ça nous permet de récupérer un petit peu. Voilà. Donc je trouve que le résultat est quand même pas mal du tout. Et donc tu as pu voir comment on pouvait utiliser tout ça. Ça me fait penser que une chose que j'ai pas utilisée tout à l'heure, tiens, je pourrais revenir sur le portrait. Quelque chose qu'on aurait pu rajouter, que j'applique à chaque fois dans mes portraits de toute façon, c'est une sorte de voile sur l'image. Là, comment je vais faire? Je vais utiliser la courbe en fait. Et la courbe, je vais simplement créer un point ici. Je pourrais créer un autre point et un point au milieu. Et puis la partie en bas des ombres, je vais simplement monter mon... Voilà, légèrement, comme ça. Voilà. Je trouve que ça crée un aspect un petit peu cinématique. Voilà, je pourrais faire... on a vu ça. On a vu... Est-ce qu'on fait la troisième? Allez, on fait la troisième. C'est une vidéo qui dure un petit peu plus que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Là, pareil, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? On va régler le niveau. Hop, là, je vais venir là. Si je fais appliquer, c'est un petit peu trop haut ici. Non, pourtant, c'est bien ça. Et là, voilà. Appliquer, ok. Fermer. Je vais faire le recadrage. Alors, recadrage, je pense que j'ai bien envie de le faire en 16 neuvième cette fois-ci. Donc, on va faire 16 neuvième, voilà, comme ceci. Est-ce que j'ai envie de le laisser? On va voir, si je ferme comme ça, c'est pas si mal. Est-ce que j'ai envie de garder un peu plus d'informations en bas? Voilà, on pourrait les laisser comme ceci. Qu'est-ce que ça donne ça? Oui, ça pourrait être intéressant, ça pointe vers eux. Globalement, alors je vais faire le bruit là parce que je vois quand même qu'il y a pas mal de bruit ici. J'étais à quoi? J'étais à 2000 ISO. Donc on va aller sur les détails, on va faire le bruit. Voilà. Sur eux, c'est vrai que au niveau de la balance des blancs, là, est-ce que ça donne si j'ai envie de refroidir un poil, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça nous rebalance un petit peu plus de bleu dans le ciel, ce qui n'est pas si mal que ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On pourrait se dire, tiens, de faire accentuer l'effet des rochers, la texture des rochers ici. Donc là, je vais faire un réglage local. On va faire un clic droit, on va choisir un filtre gradué. Mais je ne vais pas faire un filtre gradué, je vais vraiment utiliser la ligne de contrôle. Je préfère beaucoup cet outil-là. Et ce que je vais faire, je vais aller jusqu'ici, voilà, comme ceci. Là, ça me fait toute cette zone-là. Et là, je vais me baser justement avec la pipette. Je vais aller sur cette... Alors, je voudrais aller... Est-ce que je vais aller sur cette tonalité-là? Je pense que je vais aller sur cette tonalité-là. On va afficher le masque, comme ceci. On va aller dans les réglages ici. On peut jouer sur la luminosité.
Voilà. On pourrait jouer un petit peu sur la chroma. Et tu vois, on a des transitions quand même qui sont très très franches. Il faut faire quand même super gaffe avec, avec ça. Et maintenant qu'on a ça, je vais cacher le masque. Et je voudrais faire le micro-contraste. Donc on va augmenter un petit peu le micro-contraste. Voilà qui est fait. Ici, alors sur eux, c'est vrai que je pourrais essayer de faire un traitement sur eux. Donc je vais faire un nouveau masque. Là, ce que je vais faire, c'est que je voudrais augmenter. On va zoomer même à 100% parce que ça va... Allez, redonne-moi la main. Voilà. Voire même 200%. C'est là que le navigateur à gauche peut être utile. Voilà, ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Donc, je vais faire un clic droit. Et puis, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que... je vais faire un masque, voilà. Tant qu'à faire. Ici. Alors, ça va être très grossier ici, j'ai l'impression. Voilà. Ça, et là, ce que je voudrais faire, ce serait de changer la balance des blancs un petit peu, que j'ai trouvé un petit peu trop chaude. Essayer de récupérer. Voilà, c'est ce qui est pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à 50% pour avoir une meilleure idée de ce que ça donne. On pourrait aussi augmenter la luminosité. Donc, hop. Voilà, ce qui est pas mal. Et puis ça va être tout. Voilà, donc ça, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre ici. C'est quand même le résultat est quand même pas mal. Il y a certaines parties qui vont effectivement me déranger un petit peu. J'ai utilisé l'outil pansement. Par exemple, il y a ça, là, à cet endroit-là, je ne vais pas le prendre. Non, tu ne vas pas me le prendre ici, tu vas me le prendre comme ceci, tant qu'à faire, que ce soit à côté. Ici, si on supprime ça, ou qu'est-ce que tu veux me mettre? Très bien. Et puis là, hop, pourquoi pas, voilà. Et fermer. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis c'est tout. Donc on va revenir à la photothèque. Voilà. Comparer avant, maintenant, avant, maintenant. Si on va sur celle-ci, comparer avant, maintenant. Voilà, c'est une ambiance différente qui peut être sympa. Je te demanderai à passer plus de temps là-dessus. Et je reviens sur la première. Avant, maintenant, avant, maintenant. Alors voilà. Attention parce que là il est en train de me comparer avec l'OpenTIFF, donc j'ai pas envie de ça. Je vais prendre celle de départ. Celle de départ était ça. Et maintenant on a ça. Voilà. Qui est quand même pas mal. Alors voilà, c'était donc le test que je souhaitais faire avec toi de cette nouvelle version de Photolab, Photolab 5 de DxO. Alors quoi penser de cette version et de ce logiciel?
Je te rappelle qu'au départ, je n'ai jamais utilisé le logiciel. J'ai eu téléchargé à quelques reprises les anciennes versions du logiciel pour voir comment il gérait le bruit et la netteté, mais j'ai jamais poussé le développement à faire autre chose que ça. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de savoir à quel point, pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé l'outil, est-ce qu'il est capable, ou elle est capable, de ouvrir ses photos à l'intérieur de cet outil-là et de faire des traitements qui sont autres que des traitements automatiques. Ce que j'appelle par autre que des traitements automatiques, c'est-à-dire appuyer sur un bouton et puis il te règle automatiquement ton exposition. Voilà. Être capable d'affiner son exposition, certes, mais de jouer sur certaines zones, de régler, de faire des corrections, etc. Et là, je trouve vraiment que l'outil est simple d'utilisation, très explicite, très intuitif. L'interface est relativement agréable à naviguer. J'ai pas eu la sensation à aucun moment de ne pas savoir où se trouvait quoi. C'était assez simple d'approche. Après, il y a certains outils qui peuvent être un petit peu complexes en soi d'utilisation. Je trouve que le TSL reste assez délicat. Voilà. Je suis sûr qu'il est assez performant, mais c'est le choix de la forme de l'outil à utiliser que je trouve qu'il y a j'ai un petit peu de mal à ce niveau-là. Mais ça n'empêche pas qu'il reste performant. Ensuite, vraiment pour moi, le gros atout de cette nouvelle version, c'est vraiment cette nouvelle fonctionnalité, les lignes de contrôle. Les points de contrôle, comme on a vu, c'est-à-dire les réglages locaux, sont très intéressants. Ils permettent effectivement de faire des réglages très localisés, etc. et donc obtenir des résultats qui sont très intéressants, plutôt que de bouger des curseurs globaux. Et pour moi, la nouvelle fonctionnalité qui est donc cette ligne de contrôle, là je la trouve vraiment superbe, avec cette pipette qui t'aide à générer un masque. Il faut faire attention bien sûr aux valeurs de chroma et de luma comme on a vu, parce que à trop vouloir avoir un masque trop défini, trop franc, eh bien on finit par avoir des contours. C'est gérable, hein, c'est juste que je suis allé vite ici, mais on peut réduire les valeurs de chroma et de luma et à ce moment là on n'aura plus le contour que j'ai pu avoir tout à l'heure. Mais donc ces outils-là, je les trouve vraiment très très intéressants. Après, c'est vrai que, en ce qui me concerne, la correction des défauts des objectifs par rapport à l'appareil, je ne ressens pas forcément toute la puissance de l'outil. Et ça, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir des objectifs les plus haut de gamme. J'ai la chance d'avoir les appareils, ou un des appareils les plus haut de gamme du marché. Et donc, ce qui fait que, à part la distorsion éventuelle et qu'il est impossible de ne pas avoir, en quelque sorte, en fonction de par exemple, je pense aux extra grand angle, etc. À part la distorsion et le vignettage, je n'ai pas forcément un gain en ce qui concerne les aberrations chromatiques ou le bruit. Mais ce n'est pas forcément quelque chose dont je bénéficie avec les autres logiciels de toute façon. Le vignettage, effectivement, il est très performant, hein, l'anti-vignettage. On l'a vu même presque trop, hein, sur certains endroits, sur l'autre portrait. Mais c'est vrai que cette puissance de l'outil, hein, qui en fait, hein, quand même, cette capacité de corriger les défauts des appareils et des objectifs, j'en bénéficie pas beaucoup. En ce qui concerne la gestion de bruit, c'est vrai que là, j'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est relativement simple à utiliser, mais je dirais presque trop simple. Dans le sens où déjà, comme je te l'ai expliqué, on ne voit pas l'effet de cette gestion de bruit quand tu utilises le D-Prime, et il vaut mieux utiliser le D-Prime. Après tout, quand tu as cette version-là, utilise le D-Prime, il n'y a aucune raison d'utiliser les deux autres. Quand tu utilises D-Prime, eh bien, tu es obligé d'exporter ton image pour pouvoir voir l'effet que ça va avoir. Et comme on sait que comment juger de la netteté de ton image, à quel point tu vas vouloir augmenter la netteté, etc., parce que ce niveau de netteté va être basé sur le niveau de gestion de bruit, hein, puisque la gestion de bruit, c'est comment ça se passe. En fait, on floute un petit peu, on réduit les contours des pixels, des éléments dans ton image, on réduit les transitions franches et ça nous donne cet effet doux, adouci, etc. Donc c'est comme ça qu'on gère le bruit. Mais ensuite, bien sûr, ça va avoir une incidence sur la netteté. Et généralement, eh bien, la gestion de bruit et la netteté, ça va de pair. La gestion de la netteté qui est issue du module d'optique de DxO, c'est la correction
du défaut, on va dire, de manque de piqué d'un objectif. Voilà, ça s'arrête là. Après, si on souhaite appliquer plus de netteté, que ce soit local ou global, il va falloir bouger le curseur de netteté, que ce soit local ou global. Et mon problème, il est là, c'est que pour pouvoir juger de la bonne valeur, il va te falloir exporter ta photo, donc tous les traitements que tu auras fait, tu l'exportes afin d'avoir la gestion de bruit qui soit appliquée, et ensuite, par-dessus, tu fais ton traitement de netteté, et donc ce qui sollicite en fait que tu sois amené à faire un autre export de ton image pour avoir la version finale. Donc c'est là où j'ai un peu de mal là-dessus, mais sinon je dois dire que c'est pas mal. Il y a effectivement certaines fonctionnalités qui pour moi sont importantes, qui ne figurent pas nécessairement dans l'outil. Certaines, tu peux réussir à les avoir grâce à des plugins. Je pense par exemple au Viewpoint. Le Viewpoint, c'est ce plugin dans Photolab qui te permet de corriger les perspectives. Je trouve ça vraiment dommage que cette fonctionnalité-là soit en option, alors que tous les autres outils de traitement de photos possèdent une fonctionnalité de la sorte. Donc là, ça m'embête un peu qu'elle soit, même beaucoup, qu'elle ne soit pas intégrée dans l'outil. Cela dit, tu peux l'acheter, le prix n'est pas beaucoup plus, puisque je pense que c'est là, à l'heure actuelle, il est à 30... Tiens, si on affiche le Viewpoint, tu vois, il est à... là, c'est en livre parce que je suis au Royaume-Uni, je n'ai pas la possibilité d'afficher les euros, mais en gros, on va dire aux alentours de 36 euros, tu vois. Donc là, c'est à 50% hein, à cause de Black Friday. Les liens sont dans la description hein, pour y accéder à tous ces produits-là, ainsi que dans l'article blog. Donc, tu vois, on a Photolab, normalement, il est à peu près à 200 euros. Là, il est à la moitié. Je dirais qu'à la moitié, je trouve que le prix correspond. Voilà, je dirais que le prix, si j'avais un prix à mettre sur ce logiciel-là, ça serait le prix réduit. Voilà. Je trouve que effectivement le prix global au-dessus de 200 euros sans avoir la gestion de la perspective, ça m'embête quand même un peu. Et puis il y a aussi l'absence au niveau du virage partiel. Oui, tu as besoin d'avoir l'autre plugin qui est le Film Pack. Donc ça c'est des fonctionnalités que je trouve de base et qui ne sont pas inclus dedans. Après, il y a effectivement d'autres fonctionnalités qui, je trouve, sont intéressantes, que l'on n'a pas ici non plus. Je pense par exemple à tout ce qui est fusion, que ce soit la fusion HDR ou que ce soit la fusion panorama par exemple, que l'on n'a pas à l'intérieur de cette solution-là. Donc, voici un peu ce que je trouve un petit peu dommage que l'on n'a pas là-dessus. J'en ai parlé avec les équipes de DxO. Je sais qu'ils y travaillent dessus. Je sais qu'il y a des idées à vouloir avoir la gestion de la correction des perspectives à l'intérieur du produit. J'espère que dans les futures versions, ça sera le cas. Il y a une plus-value hein, quand même avec Photolab. La plus-value, pour moi, elle est également dans le Film Pack, non seulement pour le virage partiel, mais je pense à tous ceux qui aiment la photo film et essayer de retrouver justement cette ambiance avec les différents rendus de tonalité, colorimétrique, de grains, etc., qui rappellent la pellicule. Je trouve qu'il y a une bonne plus-value avec le Film Pack. Donc, je trouve que ça pourrait être très, très intéressant. Bien sûr, avec la Nik Collection, dont je t'ai parlé, hein, si tu fais du noir et blanc, beaucoup de noir et blanc, etc., c'est quelque chose d'assez puissant. Et puis, il n'y a pas que ça non plus. Hein. Donc, voilà au niveau de la plus-value. La grosse question se pose, est-ce que, moi qui ne suis pas un utilisateur de Photolab 5, est-ce que je vais migrer vers Photolab 5? Est-ce que je vais quitter ce que j'utilise à l'heure actuelle pour passer là? La réponse est non. La réponse est non, et je dirais mes arguments ne vaut que pour moi de toute façon. Mais qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer toutes les fonctionnalités dont je t'ai parlé jusqu'à présent. Il y a
ce qui va me manquer, ça va être effectivement le cloud. J'ai la possibilité à l'heure actuelle, avec les outils que j'utilise, d'éditer, d'avoir mes photos sur un ordinateur, de pouvoir les éditer sur une tablette, de faire des modifications de la tablette, revenir à l'ordinateur, les modifications sont déjà appliquées. La possibilité de montrer mon travail sur le cloud, et tout ça c'est intégré avec l'outil que j'utilise. Pas uniquement le cloud de chez Adobe, mais aussi les galeries où mes clients auxquels je donne accès à mes clients pour voir leurs photos de mariage, de portraits, etc. Eh bien, tout ça, je le gère à l'intérieur de mon propre produit aussi de traitement de photos. Mais pour moi, le plus gros aspect qui me manquerait, ce serait quand même la gestion de l'impression. Hein. Si tu es fidèle à cette chaîne, tu sais à quel point pour moi, une photo n'existe pas tant qu'elle n'est pas imprimée. Et donc, du coup, tout mon travail réside autour du tirage photographique. Et là, c'est quelque chose qui va me manquer, mais comme j'ai dit au tout début, il y a beaucoup de logiciels de traitement de photos. Et avec les années, ces logiciels-là ont tendance à devenir des usines à gaz. Et ça se voit en performance, mais ça se voit en fonctionnalité. Et le problème, c'est que quand ça devient en fonctionnalité, très souvent, ça amène à avoir une telle complexité qu'on est perdu dans l'interface. Pour moi, c'est le cas de Capture One, par exemple, que je trouve à la limite indigeste. Lightroom a eu des problèmes de performance. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait se demander, est-ce qu'il n'y a pas trop de fonctionnalités? Et il y a même certaines fonctionnalités que je n'utilise pas dans Lightroom, auxquelles je fais appel avec un logiciel tiers. Donc, j'ai tout un écosystème qui fonctionne très bien pour moi, pour mes besoins professionnels. Et c'est vrai que je ne pourrais pas faire ce que je fais tous les jours avec Photolab 5. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, mais à ce moment-là, Photolab 5 s'intègre bien avec Lightroom et avec Photoshop. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on peut très bien exporter les photos, comme on a vu tout à l'heure, hein, exporter de Photolab vers Photoshop, ou bien accéder aux photos de Photolab vers Lightroom, ou de Lightroom, utiliser Lightroom pour gérer ces photos et faire les traitements dans Photolab et revenir dans Lightroom. Tout ça, c'est absolument possible de faire. Mais comme j'ai dit, mes besoins par rapport à l'équipement que j'ai, je ne bénéficie pas tant que ça des modules correctifs d'optique. Ce n'est pas le cas de tout le monde. La majorité des personnes qui regardent cette chaîne n'ont pas forcément les mêmes équipements que moi et donc vont souffrir plus d'aberrations chromatiques, de distorsion, de bruit, de manque de piqué, etc. Et donc le pack optique va être d'une plus grande valeur qu'ils ne sont pour moi à leur instant. Donc voilà ce que je dirais sur cet outil-là. Je dirais que pour le prix auquel il est à l'heure actuelle avec Black Friday, je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup pour, effectivement, les gens, par exemple, qui ne souhaiteraient pas être sous un abonnement. Voilà. Hein, il y a des personnes pour qui l'abonnement, c'est pas une plus-value. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin, par exemple, de Photoshop, et donc, du coup, ils ne se voient pas avoir cet abonnement-là. Et c'est vrai que quand on commence à le comparer avec d'autres logiciels, eh bien, entre des logiciels qui sont entièrement AI, c'est-à-dire entièrement intelligence artificielle, et puis là, c'est plus vraiment de la photo à mes yeux, ou bien ensuite des logiciels qui sont devenus trop complexes à utiliser, très difficiles de prise en main, eh bien, je trouve que là, Photolab, il a une bonne position au milieu. Et je trouve que il a plein de valeur ajoutée pour ces personnes-là. Donc dis-moi, toi, peut-être que tu utilises déjà Photolab, peut-être que c'est une ancienne version que tu utilises, peut-être que c'est la Photolab 5 que tu utilises. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a fait décider de passer à Photolab 5 par rapport à tout le reste. Est-ce que c'est l'histoire d'un abonnement qu'il n'y a pas? Est-ce que c'est justement les corrections des modules optiques? Qu'est-ce que c'est? Ou est-ce que c'est les différents plugins, que ce soit la Nik Collection, que ce soit les Viewpoint, le Film Pack? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce produit-là? Je serais vraiment curieux de le savoir. Et puis si toi, qui n'utilises pas Photolab 5, est-ce que c'est un logiciel? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de ce que je t'ai pu te montrer dans cette vidéo? À savoir, c'est que tu peux télécharger la version gratuitement et la tester, et tu as accès à toutes les fonctionnalités gratuitement, même pour les plugins. Là, je ne les ai pas téléchargés, mais tu peux télécharger les plugins. Tu as accès pendant 30 jours, je crois, de période d'essai, et donc tu peux tester toutes ces fonctionnalités-là. Donc dis-moi, si toi qui n'es pas utilisateur de Photolab, est-ce que cette vidéo t'a intrigué? Est-ce qu'elle t'a
donner envie justement de tester Photolab et est-ce que tu serais intéressé? Voilà, donc dis-moi tout ça dans un commentaire. J'espère que tu as apprécié. La vidéo était un peu longue, certes. Je voulais pas faire simplement une vidéo de sponsorisée d'un produit pour te dire c'est le meilleur du monde, point barre. Je voulais quand même te montrer ce que ça donnait dans une utilisation réelle. Voilà. Donc dis-moi tout ça dans un commentaire. Mets-moi un pouce si tu aimes ça. N'oublie pas, tu as les liens vers tous ces produits-là dans la description, mais également sur l'article blog qui accompagne cette vidéo. Et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le, et puis édite-le surtout, quel que soit le logiciel que tu choisis, et qui sait, peut-être ce sera Photolab 5. Cheers!